William Perkin est né le 12 mars 1838 à Londres. Son père, George Perkin, était un charpentier. Il souhaite orienter son fils vers l'architecture. Mais très vite, à l'âge de 14 ans, un de ses professeurs se rend compte que William Perkin est très doué pour la chimie. Il persuade donc les parents de William de continuer dans cette voie. Il entra alors à 15 ans au Royal College of Chemistry. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Royal College of Chemistry, c'est un peu la Rolls-Royce des facs de chimie à Londres à l'époque. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est la trottinette électrique des facs de chimie. William Perkin travaille alors sous la tutelle d'August Wilhelm von Hofmann. Hofmann était un chimiste allemand spécialisé dans l'aniline. L'aniline, pour celles et ceux qui ne parlent pas chimie, c'est une petite molécule de base avec laquelle on peut fabriquer beaucoup d'autres molécules. Hofmann était alors persuadé qu'à partir de l'aniline, on pouvait notamment synthétiser de la quinine, une molécule très intéressante pour ses propriétés antipaludiques. D'ailleurs, petite parenthèse, la quinine a aussi d'autres propriétés super intéressantes. Si vous voulez en savoir plus sur la quinine, on a fait une petite vidéo. Perkin continua donc les travaux de Hofmann sur la synthèse de la quinine qui d'ailleurs pourrait révolutionner le monde de la médecine. À l'époque, la quinine ne pouvait être extraite qu'en de très faibles quantités à partir du quinquina, un arbre d'Amérique du Sud. Trouver un autre moyen d'obtenir de la quinine était donc une priorité absolue. Au cours d'une de ses expériences avec la quinine, Perkin obtient une sorte de goudron noir. C'est jamais super bon signe quand on est chimiste. D'après un sondage de moi-même, 92% des gens de cette planète auraient regardé cette mixture et se seraient dit « Oh, c'est complètement raté !» et l'auraient jeté. Perkin, lui, faisait partie des 8% restants. Il décida de laver le goudron qu'il avait obtenu avec de l'alcool pur. Ce fut un coup de génie. L'alcool récupéré après le lavage était complètement violet. Et c'est pas tout, vous vous en doutez bien, sinon ça aurait pas été fifou. Le truc, c'est que cette mixture violette avait tendance à vachement tacher les vêtements. Là, pareil, on pourrait se dire que si on obtient un truc violet qui tache des vêtements, super intéressant. Mais dans les années 1800, on est en pleine révolution industrielle. Londres est le numéro 1 mondial de la vente du textile. Or, un problème persiste depuis des années. Tous les colorants utilisés dans les textiles à l'époque étaient d'origine naturelle. Ça pouvait être des plantes, des insectes, des minéraux, tous d'origine naturelle. Et le problème avec ces colorants, c'est qu'ils n'étaient pas stables dans le temps. Dès qu'ils étaient un petit peu trop lavés ou qu'ils étaient un peu trop exposés à la lumière, ces colorants étaient complètement dégradés et on perdait la couleur. Ce n'était pas le cas avec le colorant violet de Perkin. Ce colorant violet résistait à la température, à la lumière, au lavage. Il était incroyable. Mais encore fallait-il réussir à le vendre. Il contacta une entreprise écossaise spécialisée dans le lavage et la teinture des vêtements. La teinture violette, alors appelée Movéine, fit fureur. Les demandes affluaient de partout dans le Royaume-Uni. Tout le monde voulait un vêtement violet. Et cette demande explosa encore quand la reine Victoria elle-même commença à s'habiller en violet. Perkin continua d'ailleurs à développer d'autres colorants stables, toujours à partir de l'aniline. Il était vraiment au bon endroit, au bon moment. En parallèle de ses travaux sur les colorants, Perkin continua à travailler sur d'autres molécules intéressantes, notamment la coumarine. Coumarine... Non? Ça vous dit rien? Et si je vous dis odeur d'herbe coupée? Là, on voit tous de quoi on parle. L'odeur d'herbe coupée provient principalement d'une molécule, appelée donc coumarine, que tout le monde appréciait déjà à cette époque. Perkin réussit donc à obtenir pour la première fois de manière synthétique de la coumarine, qui servit par la suite dans de nombreux parfums. Tout au long de sa vie, William Perkin reçut de très nombreuses récompenses. Il reçut notamment la médaille royale en 1879, la médaille Davy en 1889, et en 1906, il obtint la médaille Perkin. En 1906, il fut aussi anobli et devint Sir William Henry Perkin. Il décéda en 1907 d'une pneumonie, à l'âge honorable pour un chimiste de l'époque, de 69 ans. Bon, que retenir de la vie de William Henry Perkin? On pourrait se dire que il était au bon endroit, au bon moment, qu'une réaction ratée lui a fait obtenir par chance complètement une molécule révolutionnaire, mais ce serait oublier un truc. C'est qu'au moment où il a obtenu son goudron, lui était persuadé d'avoir obtenu quelque chose d'intéressant. Il n'a donc pas abandonné ce goudron, et il a toujours voulu essayer d'en savoir plus et d'aller plus loin. Et si on devait résumer sa vie à un mot,
ça serait la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de faire par hasard une découverte inattendue, mais de comprendre tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à propos de Sir William Henry Perkin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la pousser et de vous enchaîner. À la prochaine!